Bonjour à toutes et à tous. Je vous amène en Italie au XVIIIe siècle à la rencontre d'une physicienne, Laura Bassi, et d'une mathématicienne, Maria Gaetana Agnesi. Je me suis appuyée pour préparer cette conférence sur deux ouvrages italiens. Laura Bassi, Femmes, genre et sciences dans l'Italie du XVIIIe siècle, et un ouvrage sur Maria Gaetana Agnesi. Et le titre de cet ouvrage est un peu particulier, Mathématiques et compassion, la vie extraordinaire de la sainte scientifique du XVIIIe siècle. Alors vous allez être étonné et vous allez vous demander en fait comment je vais pouvoir insérer Casanova dans cette histoire qui lui n'était pas un saint, mais je vous raconterai dans quelles circonstances il a été amené à écrire l'Anna Caprina en 1772. Mais je vais surtout vous parler d'un pape, un pape des Lumières, Benoît XIV, qui, un siècle après le procès de Galilée, devant la preuve expérimentale de la rotation de la Terre, va autoriser la première édition des œuvres complètes de Galilée. Il va même mettre fin à la mise à l'index des ouvrages sur l'héliocentrisme. Maria Gaetana Agnesi et Laura Bassi vont défendre les idées de Newton en réfutant les théories de Descartes. La physicienne Laura Bassi va développer l'expérimentation si chère à Galilée un siècle plus tôt, et elle va encourager de jeunes talents, et notamment Volta, et nous le voyons ici présenter la pile qu'il a inventée en 1800 à Napoléon. Alors l'Italie, nous sommes bien sûr bien avant l'unité italienne, elle est morcelée en de nombreux États et Laura Bassi va être membre de nombreuses académies dans ces différents États. Alors d'abord à Bologne, puisque Laura Bassi vit à Bologne et vous voyez que Bologne fait partie des États pontificaux et vous allez voir que ça a une importance dans son histoire. Et puis, elle va aussi être membre de l'Académie de Florence, de Modène, de Rome, et puis de divers autres académies situées donc dans le nord de l'Italie. Il faut préciser que l'Italie admet des femmes dans les académies bien plus tôt que dans les autres pays européens. Laura Bassi va être admise à l'Académie des sciences de Bologne en 1732. Elle fera entrer Émilie du Châtelet en 1746, mais il faut voir que cette Académie des sciences de Bologne a été fondée en 1714 et vous voyez que seul moins de 20 ans plus tard, cette Académie admet des femmes. Si nous regardons l'Académie royale anglaise, elle va attendre 1945 pour faire entrer sa première femme, alors qu'elle avait été fondée en 1660. Et en France, Yvonne Choquet-Bruat va entrer à l'Académie des sciences en 1979, un an avant que Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française. Laura Bassi entrera aussi à l'Académie fondée par le pape Benoît XIV, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, à défaut de fils prodiges, le père de Maria Gaetana Agnesi et de sa sœur Maria Teresa va mettre en valeur le talent de ses filles pour espérer une promotion sociale. Et puisque je parle d'une musicienne, j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil à la sœur de Mozart à travers cet ouvrage qui est paru l'année dernière, avec un titre provocateur, Mozart était une femme. Maria Anna, donc Nannerl, et son frère Wolfgang ont sillonné l'Europe. Nannerl a été une compositrice de talent, mais empêchée, et à 18 ans, elle a dû rentrer dans l'attente du mariage.
Pour Laura Bassi, la mise en scène ne viendra pas du père, mais du pape, et on pourra parler, entre guillemets bien sûr, d'une récupération politique. Pour illustrer cela, voici une médaille qui va être frappée à l'occasion du doctorat de philosophie de Laura Bassi. Alors précisons que philosophie, c'est philosophie naturelle, autrement dit, cela veut dire science. Et vous voyez qu'il est inscrit sur cette médaille, vous ne devez voir seulement que Minerve, et associée à Minerve, qui est la déesse de l'intelligence et de la sagesse, Laura Bassi va devenir une personnification de Bologne. Alors auparavant, pour terminer cette longue introduction, je voudrais rester à Bologne, mais 4 siècles auparavant, avec Novella d'Andrea, qui a été juriste à l'université de Bologne. Elle a remplacé son père malade, et si vous observez cette peinture, qui bien sûr ne date pas du XIVe siècle, vous êtes peut-être intrigué par ce rideau que l'on voit interposé entre Novella d'Andrea et ses étudiants. Et en fait, ce rideau était mis pour ne pas distraire les élèves par la beauté du professeur. Alors, ceci est relaté par la Vénitienne Christine de Pisan dans son livre de la Cité des Dames, et elle nous dit: si la coutume était de mettre les petites filles à l'école et que communément on les fit apprendre les sciences comme on fait aux fils, elles apprendraient aussi parfaitement et entendraient les subtilités de tous les arts et sciences comme ils le font. Nous allons voir que Maria Gaetana Agnesi va avoir à cœur de souligner la capacité intellectuelle des femmes. Alors Maria Gaetana Agnesi, eh bien, on va passer de la mise en scène de son savoir scientifique, exposé par son père, à son appropriation personnelle et à son choix de consacrer sa vie aux indigents. Son appropriation personnelle, c'est d'élever son intellect à la contemplation de la vérité, c'est manifester une haute idée de la dignité intellectuelle et morale des femmes, et je vais souligner ce point à plusieurs reprises. Et surtout, elle va écrire des ouvrages et elle dira qu'elle veut faire œuvre utile pour la jeunesse en publiant un ouvrage de mathématiques. Mais avant de nous pencher sur la vie de Maria Gaetana Agnesi, je voudrais évoquer une prédécesseur, la vénitienne Elena Cornaro Piscopia, qui est la première docteure en philosophie naturelle, autrement dit en sciences, à l'université de Padoue en 1678. Comme Maria Gaetana Agnesi, elle consacrera les dernières années de sa vie aux indigents. Elle va obtenir le titre de docteur, n'aura pas de chaire d'enseignement, et vous voyez ici la plaque de son lieu de naissance où il est écrit que c'est la première docteure au monde. Alors, je vais faire 2 remarques, en disant que c'est sans doute la première femme à être admise dans une académie, plutôt donc que Laura Bassi, hein, on est au siècle précédent, et je vais faire une remarque beaucoup plus contemporaine, puisque si vous connaissez, Padoue, vous reconnaissez, la, place, du Prato della Valle, qui est une des plus grandes places d'Europe, et Elena Piscopia a été l'objet d'une polémique autour d'une des statues de cette place. À l'origine, il y avait 88 statues. 10 statues de doges ont été détruites par l'armée de Napoléon. On a des obélisques qui ont été placés sur 8 de ces socles, mais 2 socles restent vides. Et une élue de Padoue a proposé qu'Elena Piscopia ait sa statue sur cette place. Cela n'a pas été accepté. Si cela l'avait été, Elena aurait été la première statue féminine sur cette belle place. Alors,
Racontons un petit peu l'histoire de la vie de Maria Gaetana Agnesi. Elle vit à Milan. Elle naît 4 ans après la guerre de succession d'Espagne, et le duché de Milan est sous domination autrichienne. Et elle va mourir 3 ans après l'arrivée de Napoléon à Milan. Elle naît dans une famille riche de commerçants de la soie, mais son père a besoin d'une reconnaissance sociale, et il va, à travers les talents de Maria Gaetana et de sa sœur musicienne, espérer donc une promotion sociale. Alors, il va mettre en avant les multiples talents de Maria Gaetana, qui vont être développés grâce aux précepteurs donnés par son père. Alors, au départ, les précepteurs étaient destinés aux frères de Maria Gaetana, mais Maria Gaetana, qui jouait à la poupée à côté de son frère, retenait beaucoup plus les leçons qui ne lui étaient pas destinées, et donc le père décide d'instruire sa fille. Elle va être surnommée l'oracle aux 7 langues, puisqu'à 5 ans, elle va maîtriser le français, le latin à 9 ans, le grec à 11 ans. Elle va parler hébreu, allemand, espagnol et bien sûr italien. Il faut souligner quand même l'attitude courageuse du père d'instruire ses filles, même si c'est pour un intérêt personnel, parce qu'à cette époque-là, eh bien, on n'ouvrait pas aux filles la voie de la connaissance. Elles devaient soit se marier, soit aller au couvent. Le 18 août 1727, le salon luxueux Agnesi reçoit l'élite de l'aristocratie, et nous avons là la première exhibition de Maria Gaetana, qui a seulement 9 ans et qui, assise au milieu de l'assemblée, récite une longue oraison latine pour défendre les études pour les femmes, avec un argumentaire très précis contre les odieux ennemis. Ce discours s'appelle « Discours par lequel on montre que l'étude des arts libéraux n'est aucunement incompatible avec le sexe féminin ». Et là, à 12 ans, elle va être atteinte d'un mal convulsif. Alors, est-ce que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des convulsions? Et cela va s'aggraver à la mort de sa mère. Sa mère va mourir à 30 ans des suites d'un 8e accouchement. Alors, Maria Gaetana va prier la Vierge Marie et San Gaétano. Elle va guérir, sa piété va se renforcer, et surtout son père va être rassuré parce qu'il va pouvoir continuer les exhibitions de sa fille. Il va se remarier. Sa deuxième femme, après 3 ans de mariage, mourra après donc 3 ans de mariage et de maternité. Et puis le père de Maria Gaetana se mariera à nouveau, et Maria Gaetana aura 20 demi-frères et sœurs. Alors, à 19 ans, elle va changer de thème d'étude. Elle ne va plus étudier les langues, et elle va étudier la philosophie naturelle. Autrement dit, elle va devenir la philosophe, mais au sens bien sûr scientifique du terme. Et elle va avoir 2 professeurs universitaires réputés qui vont lui enseigner les éléments de Klein, logique et métaphysique, physique générale et expérimentale, ce qui est une formation extrêmement innovante, puisqu'elle va apprendre à bien juger, analyser les idées, observer le mouvement des étoiles, connaître le fonctionnement du corps humain. Et je souligne ce type de formation en me référant à un extrait d'une analyse critique des études de la première moitié du XVIIIe siècle. On ignorait les nouvelles découvertes en sciences physiques et mathématiques. Penser par soi-même était un vice. Étudier, c'était apprendre les pensées des autres. Et on s'exerçait à soutenir de façon imperturbable et contre toute évidence une thèse scolastique. Elle a 20 ans lorsqu'elle va publier les conversations tenues
au Palais Agnesi. C'est une réflexion originale et personnelle nourrie par des débats avec des lettrés milanais, italiens et européens. Et je vais aussi vous expliquer un petit peu toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Alors, ces publications parlent d'héliocentrisme, parlent d'anatomie, parlent de sujets, parlent de couleurs, parlent de sujets scientifiques de pleine actualité. On y trouve le plaidoyer pour l'éducation des femmes et elle va écrire: «La nature a doté l'esprit féminin de la possibilité de comprendre toutes les connaissances. En privant les femmes de la possibilité de s'instruire, les hommes travaillent contre le plus grand intérêt du bien public». Alors, je vous disais qu'elle rencontrait de nombreuses personnes et le premier que je vous présente, c'est Charles de Brosse, dont j'ai parlé, tout à l'heure en, introduction, hors, micro. Charles de Brosse est un érudit, français, qui va passer 1 an en Italie et il va, rencontrer, Maria Gaetana Agnesi et va être stupéfait par, les connaissances de cette jeune fille et nous n'en avons pas parlé, peut-être que, madame Bertin le signalera. J'ai proposé, un texte, avec, des citations, de cette conférence qui sera mis à votre disposition. Donc Charles de Brosse écrit, à ses amis restés en France et dit qu'il n'a pas trop envie, d'aller rencontrer une jeune fille, scientifique et puis, le lendemain, il écrit qu'il est extrêmement, surpris. Elle est fort attachée à la philosophie de Newton et c'est une chose prodigieuse de voir une personne de son âge entendre si bien des points aussi abstraits. Il dit que c'est une source d'émerveillement plus grande que la cathédrale de Milan. Toujours en 1739, il va y avoir la visite d'un prince allemand et Maria Gaétane, dans une correspondance, dit qu'il a écouté avec grand plaisir une discussion à propos du mouvement des planètes et une autre à propos de la nature des couleurs. J'ai déjà signalé ces thèmes tout à l'heure et ce sont des thèmes très chers à Newton. Il y a la visite du prince de Saxe et pour signaler que le salon Agnesi reçoit ses hôtes prestigieux, la Gazette de Milan relate tout cela et nous dit que Son Altesse royale, ayant connaissance de la réputation qui honore les 2 sœurs Agnesi, fit savoir à leur père son désir de les entendre. Son Altesse royale se rendit dans sa demeure richement décorée et illuminée, accompagnée d'un grand nombre de nobles, parmi les plus qualifiés et les plus érudits. Donc, je voulais vous mettre un petit peu dans cette ambiance-là, surtout que la défense de ces théories se fait pendant que Maria Theresa joue ses propres compositions. Alors, cette défense de la théorie de Newton, quelle est-elle? Eh bien, voilà ce que nous dit Maria Gaetana. Avec génie, Descartes explique l'avancée et le retrait de la mer par la pression de la Lune ou par l'action de la substance éthérique qui circule entre la Lune et la Terre. Mais il aurait mieux fait de dire qu'un tel mouvement dépend de la gravitation universelle de la matière, et on est là sur la théorie de Newton, bien sûr, et je voudrais insister sur 2 points avant, de continuer. Je vais me permettre, de faire une petite, parenthèse, scientifique pour, bien comprendre, la différence, d'approche, de Descartes et de Newton. Il faut bien comprendre que, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle et affirmer
son approbation aux idées de Newton était aussi révolutionnaire qu'au XVIIe siècle, dire que la Terre tournait autour du Soleil. Et puis, je voudrais aussi insister sur cette raison pour laquelle Maria Gaetana va se détourner de la physique pour se consacrer aux mathématiques. Alors, faisons cette parenthèse un peu plus scientifique. Donc, Newton, en 1687, écrit les principes mathématiques de philosophie naturelle et parle d'attraction universelle, mais il faut comprendre qu'en France et en Italie, les cartésiens persistent un siècle après la mort de Descartes, au moment même de la traduction d'Émilie du Châtelet des principes de philosophie naturelle de Newton. Descartes, c'est un contemporain de Galilée. Il voulait publier son ouvrage Le Monde, je parle de Descartes bien sûr, en 1632. 1632, c'est l'année du procès de Galilée. Et je voudrais montrer la différence d'état d'esprit entre Descartes et la méthode de Descartes et la méthode de Galilée. Voilà ce que nous dit Descartes. Tout ce que Galilée dit de la vitesse des corps qui descendent dans le vide est bâti sans fondement, car il aurait dû auparavant déterminer ce qu'est la pesanteur, et s'il savait la vérité, il saurait qu'elle est nulle dans le vide. Alors bien sûr, Descartes a tout à fait tort. Descartes est persuadé que l'espace est rempli de tourbillons de matière, une matière très particulière qu'il appelle l'éther, et il est persuadé que les planètes sont guidées sur leur orbite par ces tourbillons d'éther. Et Descartes dit que les expériences sont souvent trompeuses. Par là, on voit pourquoi l'arithmétique et la géométrie sont beaucoup plus certaines que les autres sciences, c'est qu'elles consistent tout entières en une suite de conséquences déduites par raisonnement. Newton réfutera vigoureusement la théorie des tourbillons et dira que l'hypothèse des tourbillons de Descartes est totalement irréconciliable avec les observations astronomiques. Mais je voudrais dire comment en fait Descartes construit son explication du monde. Tout le monde connaît, je pense donc je suis, mais la phrase est un petit peu plus longue. Je doute donc je pense donc je suis et donc Dieu est. Et Dieu est le garant de la possibilité pour l'esprit humain de connaître le réel. Et Descartes va construire son monde, son explication du monde par des déductions de son esprit. Et que reste-t-il de Descartes aujourd'hui? Aux yeux d'un physicien actuel, la physique de Descartes constitue plutôt un vaste roman de la nature au sein duquel toute chose trouve son explication, mais bien souvent, hélas, une explication inexacte. Donc, quand Descartes parlait du fait que Galilée travaillait sans fondement, le fondement, c'est Dieu. En 1740, Maria Gaetana veut embrasser la vie monacale. Son père est complètement affecté par ce désir, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'exhibition de sa fille. Mais Charles de Brosse nous dit que sa fille n'aimait pas Maria Gaetana n'aimait pas parler en public de ces sortes de choses pour lesquelles, pour chaque personne que cela amuse, il y en a 20 qui s'ennuient à mourir. Et Charles de Brosse était aussi très fâché d'entendre dire qu'elle voulait se mettre dans un couvent. Ce n'était pas par besoin, parce qu'elle était fort riche. Maria Gaetana va quand même obéir à son père, elle va accepter de ne pas entrer au couvent
et elle va poser ses conditions. Elle ne va plus participer à des événements mondains, elle va se vêtir simplement et elle va se consacrer à l'étude et à la dévotion. Et elle va avoir recours à Dieu pour fonder solidement ses explications. Et elle va nous dire: il n'y a rien de plus abject pour un physicien que de dire que quelque chose existe sans cause. En vérité, il n'y a aucune cause qui puisse agir sur la matière, excepté la cause suprême et universelle, l'action divine, éternelle et présente dans tous les corps. Et vous voyez qu'à partir de là, elle ne va plus pouvoir continuer à faire de physique et elle va se concentrer sur les mathématiques qui nous conduisent à rejoindre la vérité et à la contempler. Elle va donc, pendant 7 ans, étudier les mathématiques avec un professeur renommé. Elle va étudier les travaux de Newton et de Leibniz qui viennent d'inventer le calcul intégral. Et elle va publier Institution analytique à l'usage de la jeunesse italienne. Elle va faire une compilation de ce qui existe déjà et elle va ajouter ses propres travaux. Alors, pour ceux qui sont un petit peu allergiques aux mathématiques, je ne vais pas insister sur les équations différentielles, les primitives et le calcul intégral, mais vous savez que ce sont des pans fondamentaux de l'analyse. Et la même année, un mathématicien qui s'appelle Euler va publier aussi un ouvrage dans ce domaine, mais lui passera à la postérité. Donc Maria Gaetana va dédicacer son ouvrage à Marie-Thérèse d'Autriche et elle va lui écrire: si une femme peut exercer aussi bien une fonction aussi éminente que celle de votre majesté, alors tout lui est possible. Vous voyez en quoi elle insiste beaucoup, Maria Gaetana, sur les capacités intellectuelles des femmes. Et Maria Gaetana avait déjà rencontré Marie-Thérèse d'Autriche à Milan avant qu'elle ne succède à son père. Maria Gaetana va lui offrir une boîte sertie de diamants. Alors je vais juste me permettre une petite parenthèse mathématique, parce qu'elle a étudié une courbe remarquable qui avait été étudiée par Fermat un siècle plus tôt, mais dans un cas particulier. Elle va travailler dans le cas général. Et il y avait aussi un mathématicien italien qui l'avait étudiée et qui l'avait appelée Versière. Versière, ça veut dire cordage, et vous allez voir pourquoi. Alors, je ne vais pas rentrer longuement dans les détails. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Vous avez une tangente au cercle. Vous avez une séquente avec un point B. Vous prenez un triangle rectangle ici et vous allez, en maintenant ce triangle rectangle, faire bouger ce point B le long du cercle. Alors j'espère que mon animation va fonctionner et vous voyez que le point P se met à décrire une courbe qui ressemble à un cordage sur une poulie. D'ailleurs, en 2014, Google a dédié un doodle avec l'animation de sa courbe à Maria Gaetana Agnesi. Alors là, je n'ai pas, l'animation ne fonctionne pas, mais vous pourrez vous amuser à le trouver sur Internet. Alors cette courbe, elle va porter un nom tout à fait particulier, puisqu'elle va s'appeler la sorcière d'Agnesi. Alors, en quoi une courbe peut-elle être une sorcière? Donc, les travaux de Maria Gaetana sont traduits en français, ils sont traduits aussi en anglais, et l'anglais John Colson va faire une confusion entre la versière en 2 mots et l'aversière en un seul mot. Et aversière, c'est un nom de sorcière. Et depuis, on continue à appeler cette courbe la sorcière d'Agnesi.
L'accueil des mathématiciens européens est enthousiaste. Les lecteurs ne verront pas sans étonnement qu'une personne d'un sexe si peu fait pour se familiariser avec les épines des sciences ait pénétré aussi profondément dans toutes les parties de l'analyse, soit ordinaire, soit transcendante. Laura Bassi, que nous allons mettre en scène tout à l'heure, va lui adresser une lettre de remerciement et de félicitations. Vous honorez de manière particulière notre sexe, vous servez mieux que quiconque notre prestige et notre dignité. On aura l'éloge d'un mathématicien de Padoue. L'Italie n'a plus à envier la France qui se glorifie d'avoir la marquise du Châtelet. Le beau sexe est doté de l'esprit scientifique à égalité avec les hommes. Nous en avons désormais une claire démonstration qui enlève tout doute à cette affirmation. Et on a même le poète Goldoni qui insérera le personnage de Maria Gaetana Agnesi dans une pièce. Benoît XIV, qui est élu pape en 1740, va lui dire: vous êtes sans doute parmi les premiers professeurs d'analyse, votre ouvrage sera très utile et contribuera à la réputation de l'Italie et de notre Académie des sciences de Bologne, à laquelle vous êtes à notre plus grand plaisir affilié, et elle va être nommée à l'Académie des sciences de Bologne et d'ailleurs dans d'autres académies. Le pape va lui offrir une couronne d'or ornée de pierres précieuses et cette couronne ainsi que la boîte de diamants offerte par Marie-Thérèse d'Autriche seront revendus discrètement à la fin de la vie de Maria Gaetana pour qu'elle puisse faire ses œuvres de charité. Il va s'en suivre donc une nomination à la chaire de mathématiques à l'université de Bologne, mais c'est un poste qu'elle n'occupera jamais parce que son père va mourir et elle va choisir de consacrer sa vie aux indigents. Elle a 34 ans et il va lui rester près de 50 ans encore à vivre et elle ne fera plus de mathématiques. Alors voilà son choix. L'homme doit toujours agir pour une fin, le chrétien pour la gloire de Dieu. J'espère que mes études ont eu pour but cette gloire, puisqu'elles pouvaient être utiles au prochain et qu'elles étaient conformes à l'obéissance, tels étant alors la volonté et le désir de mon Père. Aujourd'hui, en cessant de m'y livrer, je trouve des moyens meilleurs pour servir Dieu ainsi que le prochain, et je dois et veux employer ces moyens. Sa sœur va aussi changer de vie, elle va se marier et elle n'attendra même pas à la fin de la période de deuil. Donc désormais, Maria Gaetana va consacrer sa vie à l'étude des Écritures, des pères de l'Église. Il n'y aura que de très rares et courtes parenthèses scientifiques. Elle acceptera d'examiner des ouvrages qui lui sont dédicacés. Elle va se consacrer à l'éducation de ses frères. Je vous ai dit qu'elle en avait beaucoup, aux soins des indigents, et elle va assurer un rôle de guide spirituel. Elle va rechercher en vain des financements pour ses œuvres de charité, parce qu'elle voulait créer un grand hôpital pour les malades et les vieillards, mais les portes des personnages importants qu'elle a côtoyés se ferment. Heureusement, il y a un prince qui s'appelle Trivulzio qui va faire un legs et il va y avoir l'ouverture de la première institution caritative non religieuse avec l'admission d'une centaine de premiers assistés et puis il va y avoir plusieurs centaines de résidents. Aujourd'hui d'ailleurs, cet édifice, c'est la maison de retraite municipale de Milan. Donc Maria Gaetana va y jouer un rôle administratif, elle va en devenir directrice et puis elle sera à la fois pensionnaire de cette institution et elle y mourra à l'âge de 81 ans. Elle l'a
à sa demande, elle sera enterrée dans une fosse commune et la famille va faire apposer une petite plaque de marbre où il est écrit Maria Gaetana Agnesi, remarquable pour sa piété, sa foi et sa bienfaisance. À sa mort, les mathématiciens vont regretter ce choix de cette extraite du monde des sciences, sans blâmer les motifs apparemment sublimes qui ont engagé mademoiselle Agnesi à s'ensevelir dans la retraite d'un cloître. On doit regretter qu'elle ait ainsi privé le monde savant des lumières qu'elle aurait pu encore y répandre, non seulement par ses connaissances mathématiques, mais par nombre d'autres qu'elle y réunissait. Aujourd'hui, on a quelques bustes à Milan, en particulier, on a au Palazzo Brentagni où elle va être à côté, pas très loin, d'une statue de Léonard de Vinci. On a des choses extrêmement différentes pour la tombe de Laura Bassi, puisqu'on va avoir une longue inscription biographique sur cette pierre tombale où sera mentionné à la fois le pape Benoît XIV et l'empereur d'Autriche Joseph II. Laura Bassi, elle, au contraire, va être enterrée une couronne de laurier d'argent sur la tête au monastère des Corpus Domini, accompagnée par ses collègues de l'Académie des Benedettini. Et je vous en parlerai à la fin de cette conférence parce que je suis allée à Bologne au printemps dernier sur les pas de Laura Bassi. Laura Bassi, ça va être une vie complètement différente de celle que je viens de vous présenter avec Maria Gaetana Agnesi. Il va bien y avoir une mise en scène de son savoir scientifique, mais elle va avoir des stratégies audacieuses pour y échapper. Elle va se construire une carrière et va devenir la première femme à occuper un poste de professeur de physique expérimentale à l'université de Bologne. Alors, quelles sont ses stratégies? Eh bien, elle va décider de se marier avec un physicien et médecin, un collègue de l'académie. Elle va choisir ses enseignants et elle n'hésitera pas à demander l'appui du pape. Laura Bassi, elle passe toute sa vie à Bologne et cela a son importance, je l'ai dit au départ, Bologne fait partie des États pontificaux. Laura va devenir une femme prodige, merveille de son sexe et prestige de la patrie. J'ai mis bien sûr des guillemets pour tout ça. Laura Bassi, pardon, est un enfant unique. C'est une fille, son grand-père est pharmacien, son père est avocat et son père décide de lui donner une éducation et en particulier de lui apprendre le latin. Nous avons vu que Maria Gaetana Agnesi l'avait aussi appris. C'est quelque chose de très novateur pour les filles à ce moment-là. Et à partir de 13 ans, elle aura un apprentissage auprès d'un professeur illustre qui est professeur au Collège de médecine et membre de l'Académie des sciences de Bologne. Ses capacités intellectuelles sont remarquées et son professeur décide de tenir des débats avec des membres de l'Académie chez les Bassi, avec bien sûr au milieu Laura. Nous sommes en 1730 et le cardinal Prospero Lambertini, qui est originaire de Bologne et qui vient d'être nommé cardinal dans cette ville, va écouter Laura Bassi dans ses débats et il va décider de guider Laura dans ses études dès 1731. Autrement dit, elle a 20 ans.
À 21 ans, il va y avoir une année décisive puisque le 20 mars, elle va être nommée membre associée honoraire de l'Académie des sciences. Le 17 avril, on aura une organisation d'un débat avec 4 professeurs de Bologne, mais bien sûr un débat public. Le 12 mai, elle obtiendra son doctorat de philosophie naturelle. Le 27 juin, il y aura une nouvelle discussion pour qu'elle obtienne un poste de lectrice à l'université, autrement dit d'enseignante, et elle aura sa chaire de philosophie accordée et elle donnera sa première leçon le 18 décembre. Nous voilà avec des gravures qui ont été publiées pour l'occasion et il va y avoir une discussion autour de 19 thèmes philosophiques et vous voyez ici Laura, pardon, prendre la parole dans cette assemblée tout à fait fournie et sur les 19 thèmes, il y en a 18 qui vont porter sur la physique. Les idées d'Aristote sur le mouvement, les idées de Descartes pour expliquer le mouvement des planètes avec les tourbillons, mais qu'elle réfutera aussi, les idées de Galilée et de Torricelli sur les fluides, les idées de Newton sur la lumière et les couleurs. Et on nous dit que tout cela a duré plusieurs heures et qu'elle a dépassé les attentes de tous ceux qui étaient présents dans la discussion. Nous avons une nouvelle gravure avec la confirmation de l'attribution du doctorat, et nous la voyons ici avec les lauriers. Et il va y avoir une des commandes de la ville pour marquer son rayonnement. Donc tout cela est tout à fait orchestré. 3 gravures officielles que je vous ai montrées, la médaille que j'avais montrée en introduction, et on va même aussi commander des poèmes en l'honneur de cette femme qui a obtenu un titre de docteur. La Gazette de Bologne, bien sûr, va relater cela avec les réserves qui s'imposent. Qu'elles ne doivent pas, eu égard à son sexe, donner des leçons dans les écoles publiques, sauf dans le cas où messieurs les supérieurs le leur donneront. Alors le Sénat sait qu'il va y avoir des critiques, alors il essaie d'anticiper, il minimise un petit peu la chose, il dit il ne s'agit pas d'une vraie charge d'enseignement, mais d'un honneur et d'une récompense pour les fatigues d'une jeune et vierge doctoresse. Bien sûr, le monopole de l'enseignement reste masculin. Et puis le Sénat veut atténuer les critiques des aristocrates. Il y a quelques femmes savantes, mais qui sont cartésiennes. Et Laura Bassi a le défaut de n'être pas une aristocrate et en plus de défendre les idées de Newton. Voilà une invitation à la première leçon de Laura Bassi. Et voilà encore une gravure où on la voit donner ici sa première leçon. Elle va donner aussi, un petit peu plus tard, une leçon au théâtre d'anatomie de l'université à Bologne. Et ça, c'est une photo de ce théâtre d'anatomie tel que vous pouvez le voir aujourd'hui. Et je vous donne ici la gravure où vous reconnaissez la table d'anatomie ici. Oui, vous voyez Laura Bassi à cet endroit. J'en profite pour faire une petite remarque. Nous avons ici le carrosse d'un légat du pape qui était venu pour l'occasion et ce légat participera un peu plus tard à l'élection du pape Benoît XIV et nous allons en reparler. Alors comment Laura Bassi va se débarrasser de ce rôle de Vierge Minerve qui personnifie Bologne? Eh bien, elle va décider de se marier. Elle va choisir un collègue à l'université
et à l'Académie. Il est physicien et médecin, il s'appelle Giuseppe Verratti et il lui a promis qu'il n'entraverait pas sa carrière. Ils vont se marier dans la magnifique basilique San Petronio de Bologne et ça va être un couple uni à la fois sur le plan personnel et professionnel. Ils vont avoir 9 enfants, dont 5 survivront, 9 enfants en 15 ans, hein. Et ils auront 4 filles qu'ils appelleront toutes Katharina, puisque 3 vont mourir en bas âge. Et la dernière, Katharina, sera religieuse et elle mourra à l'âge de 18 ans. 2 de leurs enfants seront chanoines et un seul de leurs enfants, Paolo, deviendra physicien et succédera à la chaire de physique de son père. Eh bien, les critiques se font entendre, elle aurait mieux fait de rester vierge dans une retraite quelconque. Et je voudrais souligner ce mariage extraordinaire, hein, parce que un siècle et demi plus tard, je vais vous parler d'une physicienne canadienne qui était à la pointe, elle travaillait avec Rutherford, on était au moment où il y avait la découverte du noyau de l'atome, et elle a été contrainte à la démission pour raison de fiançailles. Elle avait pourtant écrit: c'est un devoir que je dois à ma profession et à mon sexe que de montrer qu'une femme a le droit de pratiquer sa profession et ne peut être condamnée à l'abandonner simplement parce qu'elle se marie. Hélas, elle n'a pas été entendue et elle a dû démissionner. Vous voyez combien Laura Bassi a pu, au contraire, imposer ce mariage et continuer son travail. Nous retrouvons Charles de Brosse qui rencontre Laura Bassi. Elle porte la robe et l'hermine quand elle va faire des leçons publiques, ce qui n'arrive que rarement et à certains jours solennels seulement, parce qu'on n'a pas jugé qu'il fût décent qu'une femme montrât ainsi chaque jour à tout venant les choses cachées de la nature. Il va nous dire que la signora Bassi a de l'esprit, mais je vous avais dit combien il avait été émerveillé par Maria Gaetana Agnesi, et il nous dit qu'il ne troquerait pas Laura Bassi contre la jeune fille de Milan. Et comme pour Maria Gaetana, Google a donné un doodle à Laura Bassi lors du 300e anniversaire de sa soutenance de thèse. Et si vous regardez le dessin du portrait de Laura Bassi, eh bien, il est plus inspiré de ce portrait de Laura Bassi avec l'hermine ici. Le précédent portrait, il est aujourd'hui au musée de l'Académie des sciences de Bologne. Alors, 1740, Prospero Lambertini est élu pape. Je l'évoquerai donc dans ma conférence la semaine prochaine. Après 254 scrutins et 6 mois de conclave, c'est le plus long conclave de l'histoire. Mais revenons à ce qui nous intéresse à propos de Laura Bassi. Vous savez que Benoît XIV, c'est ce cardinal qui a guidé Laura dans ses études à Bologne, et Laura va lutter et obtenir que son poste ne soit pas seulement honorifique, bien sûr en s'appuyant sur le pape. Benoît XIV va fonder une académie avec 24 membres pour renforcer le niveau de recherche de l'Académie des sciences de Bologne, et Laura va demander et obtenir une 25e place surnuméraire, même si elle n'aura pas le droit de vote lors de l'élection des nouveaux membres. Alors Voltaire va souhaiter entrer à l'Académie des sciences de Bologne, et voilà ce qu'il va écrire à Laura Bassi: comme il n'y a pas de Bassi à Londres, hein, j'entrerai plus volontiers dans votre Académie de Bologne que dans celle d'Angleterre, quand bien même elle aurait produit un Newton.
Donc vous voyez qu'il n'est pas avare de compliments. Donc Émilie du Châtelet et Voltaire vont entrer à l'Académie des sciences de Bologne avec l'appui de Laura Bassi. Et nous voyons ici Émilie du Châtelet, non pas avec Voltaire, mais avec celui qu'elle appelait le signe de Padoue, c'est-à-dire l'italien, le comte Francesco Algarotti. Ce comte avait écrit le newtonianisme pour les dames en 1737 et la gravure que je vous montre figure donc dans cet ouvrage. Alors il y a eu une histoire d'amour entre Émilie du Châtelet et Algarotti, et on dit qu'il l'aima beaucoup et la fit souffrir un peu. Mais ce bisexuel notoire avait de très très nombreuses aventures et il serait peut-être plus exact de dire qu'il l'aima un peu et la fit souffrir beaucoup. Mais revenons à celle qui nous occupe, à savoir Laura Bassi, et dans cet ouvrage, Algarotti rend hommage à Laura Bassi. Il cite Laura Bassi, bolognaise philosophe célèbre dans la République des lettres pour ses études sur la physique newtonienne. Alors, je voudrais faire une petite remarque à propos de l'ouverture d'esprit de l'Église qu'il faut peut-être relativiser un petit peu. L'ouvrage d'Algarotti est mis à l'index. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucune référence au créateur dans ce livre et le mot Dieu n'y figure pas. Donc l'ouvrage est censuré, il doit y avoir des corrections pour que cet ouvrage puisse être publié. Alors Laura Bassi va construire sa carrière professionnelle et la physique expérimentale n'est pas dans les programmes à cette époque-là. Et avec son mari, ils vont décider de créer une école de physique expérimentale dans leur domicile. Ensuite, je vais revenir un petit peu plus longuement sur cette école. Ensuite, elle réussira à devenir enseignante de physique expérimentale au collège Montalto avant d'obtenir, 2 ans avant sa mort, un poste de physique expérimentale à l'université de Bologne. Ce qui est assez intéressant, c'est que son mari avait postulé, il a été classé 2e, il va devenir son assistant et il lui succédera à sa mort. Revenons sur cette école de physique expérimentale dans leur domicile. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Laura Bassi a déjà eu 6 grossesses, donc elle mène de front cette vie familiale et cette vie professionnelle. Et cette physique expérimentale répond à une demande des étudiants et des amateurs de sciences de Bologne. Laura Bassi n'a écrit aucun ouvrage. En revanche, on a une abondante correspondance à propos d'expériences sur l'électricité et le couple diffuse les idées de Franklin qui vient de découvrir que la foudre est un phénomène de décharge électrique. Laura Bassi échange avec un Français qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes d'électricité, c'est l'abbé Nollet. Et non seulement ils correspondent, mais ils s'envoient aussi du matériel. L'abbé Nollet lui envoie une lentille pour réussir les rayons réfractés, ils sont en train de travailler en optique, et quelques bagatelles qui pourront vous amuser et dont vous pourrez faire part aux amateurs de physique qui fréquentent votre muséum. Alors, l'abbé Nollet, j'en avais parlé lorsque j'avais fait la conférence sur Volta, sur l'invention de la pile. Nous sommes donc 50 ans avant l'invention de la pile, mais on savait faire des décharges électriques avec ce qui sont les ancêtres des condensateurs, ce qu'on appelait des bouteilles de Leyde. Et l'abbé Nollet est célèbre pour avoir administré des décharges dans des chaînes humaines et en particulier avec les courtisans devant le roi Louis XV.
Laura Bassi va continuer de contribuer au rayonnement de Bologne et elle va accepter de faire des démonstrations expérimentales devant l'empereur d'Autriche. Et l'empereur d'Autriche va aussi demander à assister à une leçon d'anatomie d'Anna Morandi, une autre femme prestigieuse de Bologne. Anna Morandi est l'assistante de son mari, qui est professeur d'anatomie à l'université de Bologne, et elle succédera à la chaire d'anatomie de son mari en 1756. Alors, que voit-on ici? Eh bien, c'est un autoportrait en cire avec une dissection d'un cerveau humain. Donc, Anna Morandi s'est représentée avec un cerveau. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait anodin. À cette époque-là, entre des professeurs de l'Académie de Bologne, il y avait une polémique à propos de l'utérus pensant. Cette polémique porte ce nom parce que certains membres disaient que les femmes sont inaptes par nature aux études. Les femmes sont extravagantes car c'est l'utérus qui pense en elles. Et Casanova, qui était de passage à Bologne à ce moment-là, a été très amusé par cette polémique et a écrit un ouvrage qui s'appelle l'Anna Caprine. Anna Morandi a fait une collection de figures anatomiques en cire absolument prodigieuse. Je les ai vues au printemps. Elles sont exposées aux côtés du portrait de Laura Bassi. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bologne, je vous recommande vivement cette visite. Alors, je vais continuer en mêlant des personnes qui, a priori, vont vous paraître un petit peu indépendantes les unes des autres. Laura Bassi, Anna Morandi, Luigi Galvani et Volta. D'abord Galvani, parce que Galvani va être nommé conservateur de la collection des cires de Morandi à la mort de celle-ci. Et Galvani va faire un éloge d'Anna Morandi et de façon plus générale des femmes. Et il dira: si les femmes ne croupissaient pas dans la plus complète ignorance comme dans la plus sombre des prisons, etc., elles pourraient faire évidemment de très belles choses. Alors pourquoi je vais parler de Volta? Volta, c'est un autodidacte. Lui aussi, il communique avec la Benolé. Il est très intéressé par les expériences sur l'électricité, mais il voudrait bien se faire connaître du monde scientifique. Et il fait appel à Laura Bassi, qui va effectivement le faire connaître et lui donner des appuis. Alors, Volta va soumettre à Laura Bassi ses écrits sur l'air inflammable des marais et Volta isolera le méthane. Et pour vous montrer aussi comment Laura Bassi était au courant de tout ce qui se faisait à l'époque, bon là je passe sur cet hommage que fait Volta à Laura Bassi pour lui demander son appui, je voudrais surtout m'intéresser au fait que en 1776, Laura va donner un cours à l'Académie de Bologne sur les gaz en discutant des thèses de Lavoisier. Vous savez que la chimie, pardon, en tant que science va naître sous l'impulsion de Lavoisier et vous voyez combien Laura Bassi donne des cours sur ces nouvelles thèses. Bon, Volta ensuite deviendra un professeur extrêmement important et en 1800, il va inventer la pile. À ce moment-là, Laura Bassi sera morte, mais on peut dire que c'est elle qui lui a permis d'être connue. Alors, j'avais déjà raconté cela à propos de ma conférence sur la pile de Volta, mais je le
place dans le cadre de cette conférence parce que Galvani et le mari de Laura Bassi étaient très liés. Donc la pile est née d'une polémique entre Galvani et Volta à propos de l'électricité animale qui était défendue par Galvani et de l'électricité métallique défendue par Volta. Et bien sûr, c'est Volta qui a eu raison, mais vous vous souvenez de ces expériences où on faisait bouger les pattes des grenouilles décérébrées avec de l'électricité. Mais Galvani et le mari de Laura Bassi avaient testé l'effet de l'électricité sur les animaux et le mari de Laura, qui était physicien et médecin, croyait aux vertus thérapeutiques de l'électricité. Il avait même écrit un ouvrage en 1750. Là, il ne s'agit bien sûr que de décharge électrique. Nous sommes 50 ans avant l'invention de la pile qui permet un courant continu, mais il avait compris qu'il y aurait des applications médicales à partir de l'électricité. Sur les pas de son professeur Laura Bassi, on va avoir une autre personne qui a fait des travaux très importants. Vous voyez que Laura Bassi a vraiment enseigné et a permis à de jeunes talents de s'épanouir. On peut considérer que Lazzaro Spallanzani est un précurseur de Louis Pasteur, puisqu'il va remettre en cause la génération spontanée bien plus tôt que les autres, et il va comprendre le rôle de l'ébullition pour détruire les micro-organismes. Il comprend donc les bienfaits de la stérilisation. Et il écrira lors de la mort de Laura au mari de Laura. Laura Bassi a été ma première et vénérée maîtresse. Le peu que je le sais à la suite de ses enseignements. Laura Bassi, effectivement, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans et est enterrée au monastère du Corpus Domini, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je me suis rendue à ce monastère au printemps dernier et si vous allez dans ce monastère, vous ne pourrez absolument pas ne pas voir la tombe de Luigi Galvani, non seulement parce que c'est écrit en gros, mais il y a même une plaque à l'extérieur du monastère du Corpus Domini pour signaler que si vous rentrez dans ce monastère, vous pourrez vous recueillir sur la tombe de Luigi Galvani. Et si je n'avais pas préparé cette conférence, je n'aurais absolument pas pu voir la tombe de Laura Bassi, dont les caractères sont quasiment effacés, et il n'y a aucun panneau, aucune signalétique qui indique que Laura Bassi est enterrée là. Alors, avant de terminer, je voudrais faire un petit clin d'œil sur la perception française de ces femmes universitaires italiennes. Vous avez vu que Émilie du Châtelet est entrée à l'Académie des sciences de Bologne, mais bien sûr pas à l'Académie des sciences françaises. Et je voudrais parler de Sylvain Martin, qui était très attaché à l'égalité. Il a écrit le manifeste des égaux, mais des égaux au masculin, c'est-à-dire qu'il était très attaché à l'égalité entre les hommes, en oubliant la moitié de la population, puisque en 1801, il dépose un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Il y a 113 considérations, 80 articles, et je vais vous donner juste 2 considérations. Il parle des inconvénients graves qui résultent pour les 2 sexes de ce que les femmes sachent lire. Et il nous dit combien les femmes deviennent négligentes, paresseuses, hautaines, exigeantes, acariâtres, peu soumises, pour peu qu'elles sachent lire et écrire.
Et ce projet de loi va déclencher la réponse de deux femmes, et je vais m'attacher à la réponse d'Albertine Clément-Emery, qui répond point par point à chacune de ces propositions. Et son ouvrage s'appelle « Les femmes vengées de la sottise d'un philosophe du jour ». Elle écrit « Si la femme ne sait pas écrire, qui répondra aux lettres d'un époux absent? Sera-ce un amant? Concluez donc vous-même l'immoralité de votre projet. » Mais je voudrais revenir au sujet qui nous occupe, à savoir les femmes italiennes et les femmes de sciences italiennes. Et je vous ai parlé d'Elena Cornaro Piscopia, qui était la première docteure en philosophie à l'université de Padoue. Et que nous dit Sylvain Maréchal? Que le cardinal Barbarigo ne voulut jamais permettre à la savante Hélène Piscopia Cornaro de se faire recevoir membre de l'université de Padoue, persuadé qu'il était qu'un chapeau de fleurs ou de plumes sied beaucoup mieux sur la tête d'une femme qu'un bonnet de docteur. Bon, là, Sylvain Maréchal se trompe un peu. Effectivement, le cardinal Barbarigo a refusé qu'elle ait une thèse de théologie, mais elle a eu une thèse de philosophie naturelle. Et puis, il nous dit encore que la place d'une femme n'est point sur les bancs d'une école, encore moins dans une chaire de théologie, de physique ou de droit, comme il s'est vu plus d'une fois à Bologne, en Italie. Et vous voyez bien sûr que là, c'est Laura Bassi qui est attaquée. 8 femmes étaient entrées à l'Académie de Bologne entre 1732 et 1764, dont 3 Françaises. Je vous ai parlé d'Émilie du Châtelet, mais il y avait aussi une amie d'Algarotti, Anne-Marie du Bocage, et une pascelliste, Marguerite Lecomte. Et il y a que italienne, Laura Bassi, bien sûr, Maria Gaetana Agnesi, bien sûr aussi, Anna Morandi, dont je viens de vous parler, et il y avait aussi Cristina Rucati, qui a été aussi diplômée de l'Université de Bologne et qui a été même présidente de l'Académie dont elle était membre, et puis une physicienne napolitaine qui elle aussi était newtonienne et qui est entrée en même temps que Laura Bassi à l'Académie. Il est donc temps de conclure. Je vais faire une conclusion assez rapide. Nous allons nous poser la question, est-ce qu'il y aura une nouvelle Laura Bassi à Bologne? A priori, on pourrait le croire, puisqu'il y a une première femme titulaire d'un doctorat en médecine à l'âge de 21 ans. C'est Maria Dalledone, mais nous sommes en 1799. 1799, Napoléon est en Italie, il va y avoir de grands bouleversements, et même si en 1829, elle pourra succéder au fauteuil de Laura Bassi, elle n'aura pas l'autorisation de pratiquer la médecine, elle aura juste l'autorisation d'enseigner et de devenir directrice de l'école de sages-femmes. Pour les personnes qui connaissent un petit peu l'italien, vous aurez remarqué qu'elle avait un nom tout à fait prédestiné, puisque cette directrice de l'école de sages-femmes s'appelait Marie des femmes. Donc, de grands bouleversements vont se produire et il faudra attendre en Italie comme dans les autres pays européens la fin du 19e siècle pour que les filles puissent faire des études à l'université. Mais je crois qu'à travers les femmes académiciennes et universitaires que je vous ai montrées dans cette conférence, eh bien, on peut considérer que cette exception italienne donne tout son sens à l'expression illuminisme pour qualifier le XVIIIe siècle en Italie, autrement dit illuminisme ou siècle des Lumières.
Je vous remercie de votre attention et si vous avez des remarques ou des questions, bien j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup.